L'ONU et la Ligue arabe ont désigné l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, émissaire pour la Syrie. Kofi Annan propose de nouvelles discussions avec le président Bachar al-Assad le plus vite possible. Il jette l'éponge. Kofi Annan démissionne de son poste de médiateur pour la Syrie. I can't want peace more than the protagonist. How are you doing, sir? Thank you. Thank you. Lakhdar Brahimi, rompu aux missions diplomatiques sensibles, doit succéder la semaine prochaine comme médiateur international de l'ONU à Kofi Annan. Un échec complet. I have decided to accept the request of Mr. Lakhdar Brahimi to relinquish his duties as a joint special representative. Un nouvel envoyé spécial pour la Syrie, Staffan de Mistura, vient d'être nommé par l'ONU. C'est le 3e diplomate que les Nations Unies chargent de trouver une solution au conflit syrien. Staffan de Mistura est le 3e envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. Il incarne le dernier espoir d'une solution politique. Ce diplomate a fait toute sa carrière aux Nations Unies. Lorsqu'il accepte cette mission, le soulèvement populaire de 2011 s'est transformé en une guerre effroyable qui a fait des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés. Nous avons pu suivre Staffan de Mistura durant les 5 mois qui ont précédé la chute d'Alep-Est. 5 mois qui resteront comme le symbole de l'impuissance de la communauté internationale. Beaucoup me demandent, Monsieur de Mistura, pourquoi ne démissionnez-vous pas à ce stade? Tout cela ne mène franchement nulle part et cela enverrait un signal fort. Mais non, je ne démissionnerai pas. Au moment où nous commençons ce film, le siège d'Alep-Est par Bachar el-Assad vient tout juste de commencer. Alep et ses 2 millions d'habitants est coupée en deux depuis plus de 4 ans. La partie est de la ville est le principal bastion des rebelles armés. Son sort est stratégique pour les deux parties. Le régime cherche à tout prix à reprendre cette partie de la ville. Pour l'opposition, c'est une carte maîtresse dans le cadre des négociations politiques souhaitées par l'ONU. Les habitants de la 2e ville du pays sont devenus otages de cette situation. C'est à Genève que toutes les négociations ont été conduites jusqu'à présent. C'est ici que la mission de l'envoyé spécial est basée depuis 2012. C'est bien de dire qu'on n'est pas inactif. La situation à Alep-Est est alors au cœur des préoccupations de Staffan de Mistura et de son équipe. Depuis le début de son mandat, Alep est pour lui le symbole de l'impasse syrienne. Assad pense qu'il pourra gagner la guerre s'il parvient à prendre Alep. Quant au processus politique, il peut être réduit à néant par la chute d'Alep. Parce qu'à ce moment-là, il y aura un sentiment qu'il n'y a plus rien à négocier politiquement, mais qu'il s'agit seulement d'entériner un fait accompli. Fin août 2016, après des mois de blocage politique, un dernier espoir diplomatique est en train de naître. Pour l'ONU, seul un accord entre Russes et Américains peut changer les choses. Tu viens avec nous? Je ne sais pas. Non, nous sommes déjà trop nombreux. Une seconde, on imprime quelque chose. Ce jour-là, les ministres des Affaires étrangères de la Russie et des États-Unis, Sergueï Lavrov et John Kerry, sont de retour à Genève pour tenter de trouver une issue au drame syrien. Je pariais sur le fait que la Russie et l'Amérique
avaient chacun intérêt à parvenir à une forme de cessation des hostilités. Cela fait 5 ans que l'ONU tente de trouver un accord entre eux pour qu'ils fassent à leur tour pression sur leurs alliés. Car le conflit ne concerne plus que les seuls Syriens. C'est devenu une guerre par procuration pour de nombreux acteurs régionaux, dont l'Iran et la Turquie, mais surtout ces deux puissances mondiales. La Russie est entrée en guerre en septembre 2015 pour sauver Bachar el-Assad. Les États-Unis, qui eux voulaient le départ du président syrien, ne se sont jamais décidés à bombarder le régime. À la place, ils ont pris la tête d'une coalition pour abattre Daesh. Les Américains, l'administration Obama, voulaient faire en Syrie quelque chose de plus que combattre Daesh, pour faire cesser toute cette horreur. Sans toutefois être trop impliqués dans ce conflit, qui n'a jamais été une priorité stratégique pour eux. Pour les Russes, je partais du principe qu'une fois impliqués dans un conflit de la sorte, ils auraient envie de trouver une porte de sortie. Ils auraient ainsi fait la différence, mais n'auraient pas à gérer le désastre et la reconstruction. Today, the United States and Russia are announcing a plan which we hope, if implemented, if followed, has the ability to provide a turning point, a moment of change. Après des mois d'atermoiement et des heures d'une négociation qui se termine en pleine nuit, cet accord du 9 septembre est un soulagement pour la communauté internationale. C'est un préalable concret pour une reprise du processus politique dont Staffan de Mistura serait le garant. Le 12 septembre, une trêve prévue pour durer une semaine démarre. Pendant quelques jours, l'étau semble se desserrer sur les civils à Alep. Pour les agences onusiennes qui opèrent en Syrie, l'accord est une promesse d'un accès humanitaire aux zones assiégées. Les convois vers Alep-Est devraient enfin pouvoir reprendre. Depuis le début de l'été, aucun n'a pu y entrer. Mais le 17 septembre, des frappes américaines sur Deir ez-Zor tuent près d'une centaine de soldats syriens. 2 jours plus tard, un convoi d'aide des Nations Unies est pris pour cible près d'Alep. Au moins 10 humanitaires perdent la vie. Une première dans le conflit. Les soupçons pèsent sur les Russes et les Syriens. Je n'y croyais tout simplement pas. C'était la première fois qu'un convoi de l'ONU était ainsi délibérément visé. Entre ce qui s'était passé à Deir ez-Zor, l'attaque américaine contre l'armée syrienne, pour laquelle ils se sont excusés, et ce qui s'était passé avec le convoi, je sentais bien qu'il y avait là de quoi faire dérailler l'accord du 9 septembre. La perspective d'une reprise du processus politique, qui s'appuyait sur le succès de ce cessez-le-feu, ne tient plus qu'à un fil. Dans 1 heure, ce jour-là, Staffan de Mistura doit s'exprimer à New York devant un conseil de sécurité dédié à la Syrie. Il doit imaginer les scénarios d'une reprise des négociations politiques. Sauver ce qui peut l'être encore. Faire comme si les États-Unis et la Russie allaient parvenir à s'entendre pour faire respecter le cessez-le-feu. Alors ce discours, je l'ai un peu lu. Ce n'est pas mal, même si on peut discuter de certaines parties. Ici, pourquoi dire dirigé par un seul homme? Si nous parlons de partage du pouvoir, cela veut dire que l'énorme concentration de pouvoir prévue par la Constitution actuelle doit être partagée. Et en fait, en faisant cela, vous dévoluez le pouvoir. C'est ça la dévolution. Je viens d'avoir un email du porte-parole de Ban Ki-moon que je vous lis. Staffan pense-t-il faire un point presse après le Conseil de sécurité? Mon intuition est qu'il ne devrait pas. Il va être poussé à prendre parti pour les Russes ou les Américains. C'est vrai. Suis-je obligé de faire un point presse? Pas du tout. Surtout que la presse va essayer de te coincer sur le thème
c'est super votre truc de dévolution, mais les Américains ont bombardé Deir ez-Zor et les Russes sont accusés d'avoir probablement frappé le convoi. Ils vont te demander, alors, quelle est votre position? Ça tournera autour de l'attaque, forcément, et de ses responsables. De toute façon, vous avez une série d'interviews prévues pour faire passer votre message. Ok, merci. Ça devrait aller. Ce que je ne sens pas du tout, en revanche, c'est ce qui va se passer demain. Ce qu'il faut vraiment obtenir demain, c'est le retour de la trêve. On ne peut pas échouer. Je pense que si d'ici la fin de la semaine, nous n'obtenons rien, les forces en présence vont se déchaîner sur le terrain. Et ça a déjà commencé. Thank you, Mr. President, Mr. Secretary General, distinguished members of the Security Council. The Secretary General has spoken powerfully about this terrible conflict and on the need to open the road to a political talks that focus on the fundamental issues for a viable transition. And we are ready. Вопиющим нарушением режима прекращения боевых действий стали удары 16 сентября, удары коалиции по позициям правительственных войск в Дейр эз-Зоре. Причем сразу после этих ударов игиловцы пошли в атаку на правительственные войска. I listened to my colleague from Russia, and I sort of felt a little bit like we're sort of in a parallel universe here. But I got to tell you, people running around with guns on the ground from the air is a very different thing from trucks in a convoy with big UN markings all over them. First, President Putin's press secretary, Dmitry Peskov, claims that the attack on the humanitarian convoy was somehow a necessary response to an alleged offensive by al-Nusra elsewhere in the country. That's the first claim. Then the defense ministry switched completely. He said the damage to the convoy was the direct result of the cargo catching fire. The trucks and the food and the medicine just spontaneously combusted. Anybody here believe that? I mean, this is not a joke. We're in serious business here. Ça a été un rare moment de franchise diplomatique. Pendant ce temps, le cessez-le-feu en Syrie ne tient plus qu'à un fil. On parle beaucoup ici de l'inaction des Nations Unies dans les principaux conflits comme en Syrie. Nous avions presque un cessez-le-feu. Nous avions presque un accès humanitaire. Nous avions presque un accord sur Al-Nusra et un accord pour garder au sol l'aviation syrienne. Presque. Ce n'est pas assez pour la Syrie. J'en ai bien conscience. Merci beaucoup. Ce sont les Russes, n'est-ce pas? Je le suspecte. Je ne peux pas l'affirmer. Mais ça vient de ceux qui ont des avions. Oui. Soit ce sont des Syriens qui ont voulu saboter le plan des Russes, ou alors ce sont des militaires russes sur le terrain qui ont décidé de venger l'attaque de Deir ez-Zor de façon complètement naïve et grossière. Nous ne sommes pas enregistrés, n'est-ce pas? Non, 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 non. On reste en contact. Hein. Après l'échec au Conseil de sécurité la veille, le jeudi 22 septembre s'annonce comme une journée à risque pour l'équipe de Staffan de Mistura.
Une réunion du GIS, le groupe des pays les plus impliqués dans la crise syrienne, doit se tenir dans quelques heures. C'est le dernier espoir de sauver le cessez-le-feu signé entre les Russes et les Américains. Je n'ai pas lu le New York Times aujourd'hui. Y a-t-il eu des articles dessus? J'ai besoin de savoir juste les points importants. Une remarque intéressante ici, l'état d'esprit du moment. Veux-tu voir Elpida, Robert et les autres pour le déjeuner avant la réunion du GIS? S'ils ont des infos, oui. Sinon, je préfère prendre le temps du déjeuner pour réfléchir. Il faut vraiment que je pense à nos options si les choses tournaient mal, ou bien d'ailleurs. À moins qu'ils aient des infos récentes sur l'état d'esprit des Américains. Espérons que la réunion se passe bien. S'il n'y avait aucune chance, il n'y aurait même pas de réunion. Dans les salons de ce grand hôtel, la réunion des ministres des Affaires étrangères du GIS vient de commencer. Une réunion de la dernière chance. Les Américains doivent obtenir des Russes que l'aviation syrienne reste au sol. Mais à cet instant précis, une nouvelle surprend le monde entier. Le gouvernement syrien décide de rompre le cessez-le-feu et annonce une opération militaire d'envergure pour reprendre Alep-Est. Les civils sont en première ligne. L'un des représentants des pays présents a reçu un message, et puis John Kerry l'a reçu, puis moi, puis tout le monde l'a eu. On s'est dit, regardez ce qui se passe alors même que nous discutons d'une trêve et du maintien au sol de l'aviation syrienne. La réaction des Russes a été de dire « Nos militaires ont leur propre logique lorsqu'ils sont, ouvrez les guillemets, attaqués ». C'était comme si la machine de guerre russe et syrienne s'était mise en pilote automatique. C'était franchement traumatisant. Vous savez quelle est la meilleure du jour? Lavrov sort de la salle 5 minutes. Je lui demande comment se passe le meeting. Et là, il répond « étouffant ». L'atmosphère était très mauvaise. L'insistance de Kerry pour maintenir au sol l'aviation syrienne se heurtait à ce fait accompli. Si je me souviens bien, les Russes ont fait une contre-proposition. Le maintien au sol pendant 3 jours au lieu des 7 demandés. Mais à ce stade, le manque de confiance était devenu trop grand. La réunion est ajournée. Les délégations quittent l'hôtel. Les Américains communiquent déjà sur cet échec. Tu as vu? L'information selon laquelle une offensive du régime a commencé à Alep est l'exemple même de ce qui détruit le processus engagé. C'est absurde, scandaleux. Que pouvez-vous dire à la population d'Alep? La communauté internationale et la diplomatie ont-elles complètement échoué? Voilà ce que je peux dire au peuple d'Alep. Ce à quoi nous assistons en ce moment même est réellement tragique. Je sais que vous ne croyez plus désormais qu'une trêve soit possible. Mais vous devez encore donner une chance aux Américains et aux Russes. J'espère que le groupe politique pour la Syrie a progressé. Non.
Courage. Non, c'est toujours pareil. À chaque fois qu'on s'approche de quelque chose, il y en a qui essaient de tout gâcher. J'étais ravie de vous voir. Bonjour, comment allez-vous? J'ai réfléchi. J'aimerais commencer par dire que c'est un moment important et les banalités habituelles. Et puis les faits, une série de faits. Pas de rhétorique, pas de fioriture. Juste des faits. Comme une mitrailleuse. Boum, 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 boum. Toi, je sais que tu n'es pas d'accord quand tu dis juste « oui » comme ça. Bien sûr, tout est très compliqué. Mais le vrai problème, c'est de quels faits tu parles. Ceux de qui? Tu as raison, mais on doit pouvoir se référer à quelques faits quand même. C'est vrai, quelques-uns. Mais la plupart viennent du terrain, via les réseaux sociaux. Via les Russes notamment. Via en effet les Russes. Donc ça ne va pas être du boum boum boum. Certains de ces rapports viennent d'entités comme l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce sont des sources sur lesquelles les Russes peuvent te dire « Qui dit ça ?» Très juste. On pourrait alors prendre les faits établis par d'autres pays. Ce ne sont quand même pas des fleurs qui tombent en ce moment. Ce sont des bombes. I want to remind all of us, there are 275,000 people are currently de facto trapped. La perspective d'une négociation politique est en lambeaux. Des appels à la démission de Staffan de Mistura se multiplient. Quelques jours plus tard, les Américains renonceront à faire rétablir le cessez-le-feu. Ils laisseront la campagne pour reprendre Alep par la force se dérouler sans intervenir. Tu veux quand même rentrer à Genève ce soir-là ou du coup le lendemain matin qui est un vendredi du coup? Le programme est le suivant. À 9h30, on a une audience spéciale avec les pères. Vous êtes français? Nous sommes européens. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en Syrie? Eh bien, voici une question difficile qui aurait besoin d'un peu plus de temps. Tentez la version courte. Alors, la version courte est que nous aurions dû nous en occuper beaucoup plus tôt, lorsque la maladie était bien plus simple. Maintenant, il y a beaucoup trop de maladies qui se sont ajoutées. Moi, ce que je pense, c'est que ceux qui prennent les décisions ne risquent pas eux-mêmes leur peau. Ce ne sont pas leurs enfants qui se battent. Il y a déjà des millions de déplacés. Mais ce ne sont pas leurs familles, ce ne sont pas leurs enfants. Ceux qui sont vraiment affectés réellement par tout cela sont des gens normaux. Ce sont les pions qui se font manger. Mais les fous, les cavaliers, les rois et les reines sont toujours en place sur l'échiquier. Bon, c'est une analyse un peu simple, mais il est vrai que la vraie victime de ce conflit, c'est le peuple syrien. C'est ça. C'est vrai, et ils meurent sans arrêt. Et c'est tragique, car ils sont coincés entre tellement d'intérêts qui ne les concernent pas. Mais je vais m'arrêter là, autrement cela risque de nous amener trop loin. Ça me dérange pas. Non, parce que... Non, c'est un sujet douloureux. Oui, pour vous. Je vais vous dire, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Parce que quand j'en parle avec ma femme, elle me dit toujours « Pourquoi t'en parles pas avec quelqu'un qui connaît le sujet plutôt ?» Eh bien, voilà qui est fait. Sur l'échiquier syrien, les Russes viennent de gagner cette manche. Ils ont désormais le champ libre pour aider leurs alliés. Si Bachar el-Assad peut espérer reprendre Alep-Est, c'est grâce à l'aide de la Russie. Dès 2011, pour donner du temps au régime,
Moscou posait méthodiquement son veto au Conseil de sécurité. Conseillait l'armée, fournissait des armes. L'alliance entre les deux pays est ancienne et solide. Observateur privilégié du jeu diplomatique russe à l'ONU, Hassan Salameh a été le conseiller des deux prédécesseurs de Staffan de Mistura, Kofi Annan et Larda Brahimi. D'abord, les Russes connaissent la Syrie beaucoup plus que les Occidentaux. Ils connaissent la Syrie comme le fond de leur poche. Toute l'élite militaire et une partie de l'élite civile a été formée en Union soviétique, ensuite en Russie. L'armement est en russe. Il y a des milliers de dirigeants syriens qui ont des femmes russes et des enfants à moitié russes. Une intimité que même avec les Vietnamiens, ils n'avaient pas, ou avec les Cubains. C'est très, très, très intime. Plus des intérêts pétroliers, des intérêts financiers. Plus un nouvel intérêt qui n'était pas là, qui est la volonté de Poutine, en prenant sélectivement quelques cas dans le monde, à vouloir imposer de nouveau la parité aux États-Unis. L'Ukraine, la Syrie, etc. En utilisant la Libye comme une espèce de repoussoir, voilà ce que l'OTAN a fait. Il a détourné de son propos une résolution du Conseil de sécurité et d'autres cas aussi. En vertu de cette vieille alliance avec la Syrie, la Russie a fini par entrer de plein pied dans la guerre en septembre 2015, engageant massivement son armée. Au nom de la lutte contre le terrorisme et de la présence à Alep-Est d'Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, Bachar el-Assad et ses alliés russes bombardent massivement les populations toujours assiégées. Moins d'un mois après le début de la campagne pour reprendre Alep-Est, la Russie se retrouve accusée de crimes de guerre, pour son usage de bombes anti-bunker notamment. Je ne vois aucune espèce de crime de guerre commis par les Russes. En ce qui concerne la guerre syrienne, comme un de mes amis général américain à la retraite le dit, dans les guerres civiles, il n'y a pas de gentils et de méchants. Il n'y a que des vainqueurs et des vaincus. Nous pensons que même si le gouvernement syrien n'écoute pas toujours nos conseils, il nous faut les aider à lutter contre le terrorisme. Et au nom de cette lutte contre le terrorisme, il y a des choses qu'il faut savoir accepter. Au sein de l'ONU, c'est le Conseil des droits de l'homme qui s'est le plus opposé à ces méthodes. Ce jour-là, une session spéciale consacrée à Alep se tient à Genève. La Russie se retrouve dans le viseur d'une enquête pour crimes de guerre. Victims, one and all, have had no protection from the overwhelming show of force that has been directed against them. I now give the floor to the distinguished representative of the Russian Federation. В СМИ потоком идут фальшивки, передергивания, подлоги и искажения правды. Это преступная и убийственная геостратегическая игра продолжается не первый год и не только в САР. В результате разрушаются государства, страдают десятки миллионов людей, ломаются судьбы целых поколений. Ее губительные последствия мы наблюдаем, например, в Ираке и Ливии. Пора спросить западных государств, виновных в этом. Вместе с тем, одну минуту, вместе с тем мы надеемся, что эти государства услышат, наконец, голос рассудка. Убеждены. Le diplomate russe est interrompu au milieu de son discours.
Après cet affront, 3 jours plus tard, c'est au tour de Staffan de Mistura de rencontrer l'ambassadeur russe à l'ONU. Lui ne peut pas se permettre de fâcher le principal acteur du conflit. Comment ça va? Moyennement. Moyennement cuit ou saignant? Moyennement. Après la session du Conseil des droits de l'homme vendredi dernier, j'ai donné quelques interviews. Mon assistante m'a dit que c'était surtout à la chaîne du Hezbollah. Ah oui, Al-Manar. C'est une chaîne qui a une forte audience. Toute cette affaire a vraiment été lamentable. Le Belge a carrément éteint mon micro. Mais quand? Eh bien vendredi, à la session du Conseil des droits de l'homme. Vraiment? Chacun avait 3 minutes pour s'exprimer, mais moi il me fallait 30 secondes de plus pour terminer. Du coup, j'ai fini sans micro, avec ma grosse voix. C'était plutôt marrant, à vrai dire. Oui, mais tout ça n'est pas vraiment nécessaire. Dans le monde de la diplomatie, vous ne prononcez pas ce genre de mots, crime de guerre. Vous le faites dans une déclaration publique. Mais entre diplomates, vous dites les choses avec franchise, mais un peu plus subtilement. Vous dites par exemple, je suis sûr que vous ne voulez pas que votre pays soit perçu comme celui qui aura détruit une ville entière et ses habitants, simplement parce qu'il y avait 900, entre guillemets, terroristes. Car l'histoire vous jugera. Et avec elle, la communauté internationale tout entière, ce qui finalement revient au même. L'ambassadeur russe à l'ONU le sait, sans leur accord au Conseil de sécurité, les chances d'un procès international à La Haye contre la Syrie sont infimes, malgré les velléités du Conseil des droits de l'homme et en dépit des preuves qui s'accumulent contre le régime. Une campagne de bombardement cible les hôpitaux d'Alep-Est depuis des mois. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la Syrie serait devenue le pays le plus dangereux pour les personnels soignants, avec 135 attaques contre des centres médicaux en un an. Impuissant à faire cesser ces bombardements, Staffan de Mistura doit se contenter de passer des messages via des ONG présentes sur le terrain. Vous savez pourquoi les centres médicaux sont bombardés? À votre avis? Je suppose qu'ils veulent faire peur aux gens. Exactement, et vous devez le dire. C'est une stratégie. Parce que si vous avez un enfant et que pendant un bombardement il est blessé, vous voulez pouvoir l'emmener se faire soigner immédiatement. Mais si les hôpitaux sont détruits, vous commencez à vous dire qu'il vaut mieux partir. Ne resteront alors plus en ville que les combattants. Et alors, il sera possible de tout détruire avec des bombes barils, puisqu'il n'y a plus que des combattants. Voilà la stratégie. On attend de vous que vous défendiez les droits des civils, parce que nous, on ne peut pas toujours le faire. Parfois, pour nous, c'est trop politique. Nos propos pourraient aider l'opposition, ou inversement, le gouvernement, ou les Russes. Alors qu'il y a des gens au milieu de tout ça. Et vous pouvez nous aider en rappelant cela. Parfois, je fais des commentaires qui pourront vous sembler très politiques. Donc, quand vous me voyez faire ça, n'hésitez pas à ajuster vos propos. Et ajoutez-y un peu de chaleur humaine. C'est ça, un peu de chaleur humaine. Voilà, ça nous aidera.
Bonjour. J'ai les mêmes lacets que toi, Stéphanie. C'est pour être assorti à la cravate de Kerry. Mais pourquoi il porte toujours une cravate orange? Quelqu'un lui a expliqué fort justement que le costume classique du diplomate est tristounet s'il n'est pas porté avec un peu de couleur. Surtout devant la presse. Je dois dire que c'est un très bon conseil. Vrai. Aujourd'hui, nous devons faire face à une situation très confuse. Il y a d'une part la bataille d'Alep et d'autre part une multitude d'initiatives internationales qui nous échappent totalement. Donc il va falloir trouver une stratégie, quelque chose. Car si nous n'avons plus la main, il s'agit au moins de ne pas se faire distancer par des choses que nous ne contrôlons plus du tout. J'ai vu récemment le Premier ministre suédois et son équipe, et ils sont persuadés que ce qu'il va probablement se passer à Alep peut devenir catastrophique à tout point de vue. Pour la première fois depuis le début du siège d'Alep-Est, Staffan de Mistura se rend en Syrie. Il vient rencontrer le ministre des Affaires étrangères. L'entretien se passe à huis clos et c'est un échec. J'ai commencé par exprimer l'indignation mondiale que je partage au sujet des informations provenant d'Alep-Est. L'OMS et d'autres font état de bombardements aériens massifs contre plusieurs hôpitaux. Je dois vous dire que le ministre Mouallem a nié l'existence même de ces bombardements d'hôpitaux à Alep-Est. Je suis à Berlin, j'arrive tout juste de Damas. Ils ont nié complètement l'histoire des hôpitaux. C'était embarrassant d'entendre ça. Nous leur avons dit, si vous n'avez rien fait, pourquoi ne pas nous laisser envoyer une mission sur place à Alep-Est et Alep-Ouest? Nous pourrions ainsi évaluer les dégâts et déterminer leur origine. On pourrait mettre un drapeau pour identifier chaque hôpital. Comme ça, on pourrait savoir plus facilement qui bombarde. Il serait moins facile de le nier. Non, ils n'ont pas donné suite. Quoi que te disent les Russes, c'est ça leur position à eux. Ils n'en démordent pas. Je dois te laisser maintenant. Merci, au revoir. À Berlin, Staffan de Mistura retrouve une partie de son équipe pour débriefer l'échec de son voyage à Damas. Face à l'attitude syrienne, l'Europe peut-elle jouer un rôle? Tu leur as redit que ça pouvait être un cas pour la Haye? Oui, oui. Mais je suis pas sûr que ça les effraie beaucoup. Non, non. Bombarder des hôpitaux, c'est vraiment inacceptable. Mais tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont nié carrément leur bombardement. Il a utilisé exactement ces mots-là? L'aviation syrienne? Il a dit avion. Du coup, ça veut dire qu'ils ont pu bombarder par hélicoptère. Oui, ou un hélicoptère ou une roquette. Je ne sais pas en Italie, mais en Allemagne, un hélicoptère ne fait pas partie de l'aviation proprement dite. Oui, c'est vrai.
Il cherche à dédouaner son armée de toute façon. De toute façon, la destruction d'un hôpital est intolérable, quelle que soit l'arme utilisée. Je peux demander à plusieurs pays, mais pas aux Russes. Si vous avez des informations précises sur les hôpitaux, donnez-les-nous. Je peux demander aux Allemands, aux Anglais, aux Français. Ils se plaignent toujours que nous, à l'ONU, on ne pointe pas de coupables. Mais ils laissent les Russes parler et ne font que des remarques d'ordre général. Les Français leur demandent toujours ce qu'ils font avec leurs porte-avions. Les Russes se marrent et disent « la même chose que vous. Vous avez aussi un porte-avions, non ?» Je suis le seul à boire un verre de vin à cette table? Ça tempère ton côté italien. Exactement. À ce stade, la chute d'Alep-Est semble inexorable. L'Europe, désunie, a jusque-là été impuissante en Syrie. Au Parlement allemand, ce jour-là, Staffan de Mistura rencontre des députés pour les mettre face à leurs responsabilités. Ils donnent l'impression d'avoir déjà gagné la guerre. Une fois qu'ils auront repris Alep, ils pourront dire « Mais où est l'opposition? On ne la trouve plus. Elle est là? Ici? Non. Elle est peut-être à Doha, à Istanbul, mais en Syrie, c'est fini. » Vous savez, nous avons une très petite marge de manœuvre pour faire quelque chose pour la Syrie. Quelle est l'alternative? Une victoire à Alep? Une victoire tragique avant Noël? Et après, une conférence artificielle, fictive, avec une opposition soi-disant consentante. Ils pourront dire, on n'a pas besoin de négocier, on a gagné la guerre. On va faire un gouvernement d'union nationale. Nous allons donner à M. Schmidt le ministère de l'Archéologie et à M. de Mistura le ministère de l'Agriculture. Et tout ira bien. La vie continue. 400 000 morts, 1 500 000 blessés, 4 millions de réfugiés. Est-ce vraiment cela que nous voulons laisser dans l'histoire? Merci. La clé de tout accord politique semble être entre les mains des Russes. En fait, ils manœuvrent pour attendre que les conditions soient les plus propices. Et à la fin, ils vous dicteront à vous les conditions d'une solution politique? Je sais que cela peut paraître inquiétant, que toutes les cartes soient dans les mains des Russes. Mais c'est la vérité. Vous vous souvenez de ce que disait Colin Powell? Vous détruisez, à vous de reconstruire. Mon message aux Russes, jusqu'au plus haut niveau, est le suivant. Attention, vous pourriez bien vous retrouver avec, en effet, toutes les cartes en main, mais complètement seul à devoir régler le problème. Les Européens peuvent faire plusieurs choses. Premièrement, ils peuvent faire pression sur les Russes. L'Allemagne peut faire ça. Leur montrer que même pour eux, ça peut devenir intenable. Et aussi, indiquer à travers l'Union européenne qu'ils sont prêts à reconstruire la Syrie. Mais si, et seulement si, on parvient à une solution politique satisfaisante pour tous. Peser face aux Russes. Mais à quelques semaines de l'investiture de Donald Trump, qui a fait état d'un possible rapprochement avec Poutine, est-ce encore envisageable? Hi John, how are you? Bonjour John, comment allez-vous? J'ai essayé d'expliquer à Damas qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que tout soit possible avec Trump.
Parce que s'ils vont jusqu'au bout à Alep et qu'ils le font brutalement, le scandale sera tel que même une administration républicaine ne pourra pas trouver ça formidable. Et qu'alors, ils compromettront leur rêve d'une entente entre le futur président Trump et la Russie pour combattre joyeusement ensemble Daesh et oublier Assad. Fin novembre, les bombardements s'intensifient. L'étau se resserre sur Alep-Est. Les forces gouvernementales et leurs alliés russes et iraniens progressent et reprennent de nombreux quartiers. Le 12 décembre, les lignes de défense des rebelles s'effondrent. En quelques heures, ils abandonnent une grande partie de leur position. La Russie est parvenue à tenir à l'écart l'ONU, complètement dépassée par la situation. Aucune mission n'a été admise dans Alep-Est, et encore moins pour protéger les hôpitaux. Que fait l'ONU? Nous sommes prêts. Nos équipes le sont. Nos capacités ont été renforcées. Mais je dois avouer une chose, nous n'avons pas accès au terrain. C'est primordial. Nous avons besoin d'un accès. Et pour le moment, nous ne l'avons pas. L'ambassadeur russe vient de nous informer, durant le Conseil de sécurité, qu'ils sont parvenus à un accord avec l'opposition armée. C'est imminent. C'est peut-être même en train de se passer. L'opposition armée va commencer à évacuer de manière volontaire. Je vais vous donner la parole, mais je sais que vous allez me demander si je démissionne. Eh bien non, toujours pas. Merci. Bonjour. Je suis à Alep. On est le lundi 12 décembre. On est toujours assiégés ici. Il y a beaucoup d'enfants et des gens sans défense. Le monde doit faire quelque chose, s'il vous plaît. Salah al-Ashkar a fui en Turquie après la chute d'Alep-Est. Activiste engagé dans la révolution depuis 2011, il a documenté les derniers jours de sa ville. Ça ne fait qu'un mois que je suis parti et je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé. Jusqu'au bout, les gens avaient l'espoir qu'il y ait une intervention internationale pour lever le siège. J'avais le sentiment de voir des voleurs prêts à tout prendre dans notre maison. Et je ne pouvais rien faire pour l'en empêcher. Ils nous regardaient avec les yeux du vainqueur. Ils nous regardaient partir. Ils allaient prendre notre place. Je disais adieu à tout ce que je voyais. Je savais que je partais pour toujours. C'était comme laisser mon âme derrière moi.
L'ultime bataille pour Alep-Est et le bain de sang qui aurait pu en découler n'auront donc pas eu lieu. À la place, plus de 30 000 personnes, des combattants, dont ceux d'Al-Nosra, des familles et des activistes comme Salah, sont conduits vers des zones encore tenues par les rebelles et traversent à bord de ces bus les lignes ennemies. Le 22 décembre, la ville est vidée de ses combattants. Avec un tel régime, vu la situation, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir y retourner. Je vais devenir un réfugié comme un autre. Le docteur Hamza Al-Khatib a lui aussi trouvé refuge en Turquie. Il est l'un de ces médecins d'Alep-Est dont l'hôpital a été visé à plusieurs reprises. C'est la première fois que je revois ces vidéos. Je me dis, mon Dieu, j'étais là-bas. C'est comme si ce n'était pas moi. Je n'arrive pas à croire qu'on était là-bas. Ça, c'était le 10 décembre dernier, juste après une attaque au chlore. C'était très dur, parce qu'il fallait vite les laver et leur enlever leurs habits, alors que c'était l'un des jours les plus froids de l'hiver. Vous voyez, les enfants tremblent à cause du froid et aussi parce qu'ils ont peur de s'étouffer. Je vais peut-être étudier le droit international pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ça n'a pas de sens, ces bombes à fragmentation, ces attaques au chlore, ces attaques au phosphore. Rien n'a plus de sens ces dernières années. Qu'est-ce que je ressens à propos de Staffan de Mistura? Bien sûr, il ne s'agit pas de juger la personne. Mais si vous prenez son travail depuis le début de son mandat et que vous comparez à ce qui s'est passé en Syrie pour les civils ces dernières années, je ne vois rien. Aucune action qui a eu un impact pour aider la population et les réfugiés. Rien. Zéro. Ils espéraient et rêvaient que l'ONU envoie des casques bleus qui auraient eu pour mission de protéger Alep-Est contre les horreurs qu'ils ont endurées. Mais ce n'est pas la réalité, malheureusement. Aucun pays au monde n'était prêt, et c'est toujours le cas, à envoyer des casques bleus en Syrie. Et le Conseil de sécurité, de toute façon, ne l'aurait pas permis. Alors que faire? Quelques semaines après la chute d'Alep-Est, la Russie organise avec la Turquie et l'Iran des négociations à Astana, au Kazakhstan, avec une partie de l'opposition armée. Staffan de Mistura y est invité, spectateur d'un nouveau rapport de force. Pour la première fois, les États-Unis sont absents. C'est un triomphe diplomatique pour la Russie. Sans la Russie, rien ne peut se régler en Syrie ou dans beaucoup d'autres endroits au Moyen-Orient. Il y a d'autres exemples. Nous arrivons à avoir de bonnes relations avec l'Iran, la Turquie, le Qatar. Comment est-ce possible? Parce que nous avons une diplomatie brillante. Même nos adversaires disent qu'ils nous respectent, parce qu'au moins nous ne trahissons pas nos amis.
L'inaction de l'Occident face au drame syrien marque la fin d'un monde. C'est la conviction de Robert Mood. Ce général norvégien, libéré de son droit de réserve, a dirigé la seule mission d'observation de l'ONU en Syrie, déployée en 2012. Il faut bien réfléchir à ce que ça dit de nous et de notre humanité. Qu'on le veuille ou non, nous avons regardé 500 000 civils se faire tuer. Nous aurions pu faire quelque chose, beaucoup plus en tout cas, mais nous avons choisi de ne pas intervenir. Nos dirigeants ont fait ce choix. Les implications morales sont sans précédent. De nouvelles négociations de paix ont repris à Genève. Même si elles aboutissaient cette fois, un accord se fera au détriment d'une des valeurs essentielles des Nations Unies, le droit humanitaire. Et le conflit syrien restera une tâche indélébile dans l'histoire de l'ONU.